Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes aussi l'ancien conseiller Europe d'Emmanuel Macron, ancien ministre des Affaires européennes. C'est dire à quel point vous connaissez les enjeux européens. L'abaissement de la note de la France par Standard & Poor's, ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. À une semaine de ces élections européennes, vous n'aviez pas besoin de ça, y compris pour les électeurs qui tablent justement sur le sérieux de la politique économique de la France et qui voient que finalement, il y a une grande agence américaine qui n'est pas de cet avis. C'est surtout un non-événement, parce qu'en réalité, ça ne changera rien sur la situation de nos finances publiques elles-mêmes. Je rappelle ce que c'est une notation, c'est une évaluation, c'est une photographie, c'est une appréciation. Il y a d'autres agences, 3 agences ces dernières semaines, qui ont maintenu la notation de la France. Donc il faut tenir compte de cela aussi. Et puis ça ne change rien dans la vie quotidienne de ceux qui nous regardent ce matin. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Oui, il a raison, le ministre de l'économie. C'est important parce qu'on peut se demander si ça a des conséquences sur les taux d'intérêt, ça a des conséquences sur la vie quotidienne. À moyen terme aussi, à court terme peut-être pas, mais si la France emprunte plus cher, est-ce que à terme ça n'a pas des conséquences sur les finances publiques et donc sur l'épargne des Français? Regardons la réalité. C'était attendu depuis quelques semaines, on en parle depuis quelques semaines. Les taux d'intérêt français n'ont pas décroché, n'ont pas augmenté, ne sont pas beaucoup plus élevés que ceux de l'Allemagne. Ce qu'on appelle le spread, la différence entre les deux pays n'a pas changé fondamentalement. Et donc, il ne faut pas effrayer les gens. Je ne doute pas qu'il y aura des instrumentalisations politiques. Mais quand on regarde les faits, la réalité, ça n'aura pas d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond et le long terme que vous évoquez? C'est qu'il faut maintenir le cap de nos économies, du redressement des comptes publics, de la réduction du déficit et de la réduction de la dette. C'est la stratégie qu'on est en train de déployer. On verra si ceux qui vont critiquer dans une campagne la notation et s'inspirer des agences de notation, c'est assez amusant pour certains partis politiques, vont suivre nos recommandations au moment du débat budgétaire pour faire des économies et justement tenir les comptes. Alors on a parlé du long terme, maintenant on va parler donc du très court terme. Dans 8 jours, les Français et tous les pays européens votent. Est-ce que la tendance qui semble irrésistible, celle d'une large victoire du Rassemblement national, vous vous y êtes en quelque sorte résigné? Vous disiez, je vous cite, après le débat Attal-Bardella, que les slogans de Bardella se sont dégonflés comme des baudruches. On pensait que Gabriel Attal avait plié le match. Manifestement, les électeurs ne sont pas de cet avis. Il n'y a jamais aucun match qui est plié, mais ça vaut dans les deux sens. Et donc, il n'y a aucune résignation. On est à 8 jours du vote. Il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Des électeurs qui, dans chaque élection, vont changer d'avis. Vous avez rappelé au passage quelque chose d'important, c'est que c'est une élection européenne, au sens où c'est presque 500 millions de personnes à travers toute l'Europe qui vont choisir, les Français en premier lieu, leurs députés européens pour agir pendant 5 ans. C'est ça l'enjeu de cette élection du 9 juin. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de slogans, beaucoup de démagogie, c'est qu'il y a des partis politiques, notamment les extrêmes, notamment l'extrême droite, qui essayent de faire un match qui n'est pas celui qu'on joue, qui essayent de refaire le match de la présidentielle précédente ou de faire en avance le match de la présidentielle suivante. Mais Emmanuel Macron ne le fait pas aussi lorsqu'il propose un débat à Marine Le Pen, par exemple. Il ne veut pas refaire le match de 2022. Mais proposer un débat, ce n'est pas jouer une autre élection. Proposer un débat, et on l'a vu d'ailleurs dans le débat entre le Premier ministre et M. Bardella, on a parlé des enjeux européens. Et quand j'ai dit les slogans se dégonflent comme des baudruches, je le maintiens, parce qu'on a vu, dès qu'on grattait un petit peu au-delà du vernis, de la présentation et des sourires, il n'y avait pas de fond sur des sujets aussi importants que nos frontières, sur des sujets aussi importants que nos marchés publics et la préférence qu'on donne à nos entreprises en Europe, sur la politique agricole commune, pas plus. Et donc je le dis aussi aux Français pour le 9 juin, prenez un moment, c'est qu'une fois tous les 5 ans, pour une élection qui porte sur l'Europe. Et en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. En 2019, on n'avait pas connu la Covid, on n'avait pas connu la guerre en Ukraine. Avoir des députés européens comme Valérie Ayé, qui ont fait le plan de relance et la vaccination au niveau européen, c'est un avantage majeur. Alors pourquoi, malgré tous les arguments que vous développez, que vous venez à nouveau de détailler, il y a quelque chose qui ne marche pas, en tout cas si on en croit les enquêtes d'opinion? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû justement à la dramatisation que certains ont voulu faire? Par exemple, Emmanuel Macron parlant d'une Europe qui est mortelle. Est-ce que c'est dû à la personnalité de Valérie Ayé, qui n'était pas assez connue, sans même juger sur ses qualités de combattante? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné très objectivement? Et ce combat-là, vous parlez au passé, ce combat-là, il est en cours. Bon, et donc, ce qu'on doit faire tous... Là, ce sera un miracle. Vous avez 15 points de retard, pardon. Je rappelle quand même une simple évidence, c'est que personne n'a encore voté. Certes. Aucun Français n'a encore mis un bulletin dans l'urne pour ces élections européennes. Pour l'instant, on fait des sondages. Que ça doive nous alerter sur la nécessité d'être plus convaincants, plus clairs, plus positifs. C'est ce qu'il faut faire de la dernière semaine. Moi, je crois qu'il faut essayer d'être positif, parce que bien sûr, il y a une élection à enjeu majeur. La dramatisation que vous évoquez, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est la réalité. Il y a la guerre sur notre continent, il y a la nécessité d'une Europe plus forte. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump, qui malgré tout pourrait redevenir président, ça inquiète.
et on a besoin d'une Europe forte dans le monde. C'est nous qui l'avons bâtie, renforcée ces dernières années. Donc c'est important. Donc les Français n'ont pas compris cet enjeu encore. C'est pas, je ne fais pas la leçon, j'essaye de convaincre. Mais je dis que dans notre programme, on porte des choses extrêmement positives. Si on veut par exemple que notre industrie, nos PME soient plus fortes, il faut de l'investissement au niveau européen et pas seulement des règles pour embêter les gens. Il faut un plan Jacques Delors de 1 000 milliards d'investissements qu'on porte aujourd'hui pour le véhicule électrique, pour nos trains de l'avenir. Il faut qu'on ait un plan européen en matière de santé, parce qu'on voit bien que nos familles se déchirent et vivent des douleurs avec l'Alzheimer, avec le cancer. On peut financer tout cela aussi au niveau européen. Et quand nous, on a financé et développé une politique européenne de santé, d'autres proposaient d'utiliser le vaccin Sputnik. Je pense que ça donne aussi de la crédibilité à notre projet. Est-ce que vous ne souffrez pas aussi d'une véritable concurrence sur votre gauche, sur votre centre-gauche, avec des électeurs? Vous, on dit que vous appartenez à l'aile gauche du macronisme, des électeurs, et vous devez en connaître, qui sont tentés par un vote pour Raphaël Glucksmann lors de cette élection, parce qu'ils n'ont plus envie de donner leur bulletin de vote à Emmanuel Macron, et en tout cas à ses représentants, parce qu'ils ont été déçus. Est-ce que vous comprenez ces électeurs et qu'est-ce que vous leur dites? Et je l'entends, je suis lucide. Moi, je fais tous les jours campagne sur le terrain. J'entends parfois cette petite musique. Je leur dis, y compris pour des gens qui se sentent des gens de gauche modérés, pro-européenne, je comprends très bien ça. Et qui votent donc pour, et qui s'apprêtent à voter pour Raphaël Glucksmann. Mais justement, regardez l'efficacité sur la question européenne. Qui a construit une politique écologique européenne, par exemple en assumant l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035, en créant une taxe carbone aux frontières pour nous protéger contre le dumping environnemental, par exemple des entreprises chinoises? Qui a créé cette politique européenne de santé? C'est nous qui l'avons fait. Mais donc, il fait une bonne campagne, néanmoins, vous... Mais moi, je dénigre personne qui fasse une campagne avec des arguments très bien, mais justement, regardons projet contre projet. Quand il a fallu voter un plan de relance européen au pire moment de la crise économique Covid, c'est non seulement nous qui l'avons construit, mais M. Glucksmann n'a pas voté ce plan de relance. Quand il a fallu renforcer la coopération policière en Europe pour lutter contre les trafics, on appelle ça Europol, M. Glucksmann n'a pas voté cela. Donc la responsabilité, l'efficacité au niveau européen, quand on a cette sensibilité social-démocrate, je suis convaincu qu'elle est chez nous et qu'on ne l'a jamais trahie pendant ces 5 dernières années. Néanmoins, si les résultats sont conformes au mauvais sondage d'aujourd'hui, est-ce qu'il faudra changer quelque chose après le 9 juin? On sait que le Rassemblement national réclame une dissolution. On devine qu'elle est exclue par le président, mais sait-on jamais. Mais vous, est-ce que vous estimez qu'il y aura des initiatives à prendre? Si jamais le résultat se concrétise. Vous allez me dire, attendons le vote, mais bien sûr, prenons quand même cette hypothèse qui est une hypothèse crédible malgré tout. Il y a toujours des leçons à tirer, mais les conséquences, je le dis aussi pour les électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix, elles seront européennes. Si vous avez 150 ou 200 parlementaires d'extrême droite au Parlement européen, si la France envoie le plus gros contingent, le plus gros bataillon de députés d'extrême droite au Parlement européen, ça aura d'abord une influence sur notre capacité à peser au niveau européen. Ça aura d'abord une influence sur le fonctionnement du Parlement européen. Par exemple Par exemple, ça pourrait bloquer beaucoup d'initiatives. Un bouclier commercial européen, on en a besoin pour se protéger de la concurrence chinoise, pour réagir quand nos entreprises sont attaquées par des grandes puissances américaines, chinoises, indiennes ou brésiliennes. Si vous n'avez pas des partis qui sont capables de se mettre d'accord et de voter ce type d'initiative, d'avoir ce plan de lutte contre les grands fléaux sanitaires, eh bien, si on n'a pas des députés qui s'engagent là-dessus, eh bien, donc il y a un risque pour l'Europe, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Une voie pour les extrêmes, et chacun peut le vérifier, c'est non seulement une voie dangereuse, mais c'est une voie qui est jetée à la poubelle. Parce qu'aucune des initiatives européennes, pas même la politique agricole commune qui est revendiquée aujourd'hui, n'a été portée par les partis extrêmes, et d'extrême droite tout particulièrement, au Parlement européen. Jamais ils n'ont porté un projet. Donc c'est une voie inutile. Clément Beaune, on passe de l'Europe à la France et à sa capitale, à Paris. On sait que vous avez des ambitions pour concourir à la prochaine élection municipale à Paris. Est-ce que vous les confirmez? Est-ce que vous allez prendre des initiatives là-dessus, après le 9 juin? Je n'ai jamais caché qu'il y avait un intérêt. Et on voit Rachida Dati qui, elle aussi, a des ambitions. Oui, je la respecte. Rachida Dati, elle est engagée à Paris depuis de longues années. Vous ne serez pas derrière elle, a priori. Mais on va avoir une discussion interne dans la majorité présidentielle. Moi, je suis vice-président de notre parti politique Renaissance à Paris. Je fais déjà un travail avec mes collègues députés parisiens, avec les militants, pour proposer un projet. C'est ça qui compte d'abord. Vous êtes candidat? Ce n'est pas le moment des candidatures, mais en revanche, c'est le moment, je crois, après l'été, d'accélérer. En effet, j'y contribuerai par une structuration, une organisation sur les idées, sur le projet, sur les propositions. Et je veux commencer à faire cela à partir de l'automne. Concrètement, vous allez lancer une association visant à promouvoir votre future candidature, que les téléspectateurs comprennent. À titre personnel, je pense que ce n'est pas ça qui est intéressant, mais pour en effet réfléchir sur des idées, associer des gens qui veulent construire un projet ambitieux d'alternance pour Paris. Alors, je vais vous la poser autrement. Ça vous plairait d'être maire de Paris, Clément Beaune? Je n'exclus pas que ça me plaise. On verra ensuite. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup, Clément Beaune. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Donc,
Ça vous plairait, la mairie de Paris? Peut-être la candidature, alors, du coup, après l'été, alors, une possible annonce. Vous me réinviterez, ça sera l'occasion Eh de ben discuter. voilà, merci beaucoup. J'aurais tenté aussi, Jeff. Voilà, on a tenté, il faut toujours tenter. Merci à tous les deux, merci à Fabrice Conneau qui a traduit.